Ce dimanche en Formule 1, 4 rookies font leur début en essai libre 1 et Giovinazzi se met dans le mur. Un week-end sans erreur de Ferrari force Carlos Sainz à porter toute la loose de l'équipe en abandonnant au premier virage après avoir fait la pole. Les vieux champions collent une rouste à leur coéquipier et une course se termine sans polémique causée par la direction de course du jamais vu en Formule 1 depuis le... Attends, quoi ? Purée. Mais bien évidemment, Jean-Michel FIA, oui, il faut sanctionner un pilote quand il n'a pas appliqué une consigne de sécurité qu'on ne lui a jamais donnée. Et bien évidemment, il faut pénaliser uniquement lui quand Verstappen, Pérez et Norris avaient eux aussi des dégâts potentiellement dangereux sur leur voiture. Et bien évidemment, il faut le sanctionner plus lourdement qu'un pilote ayant vainement prouvé que c'était pas du tout dangereux de se décaler en ligne droite quand un pilote est juste derrière lui. Mais je préfère ne rien dire sur le cas de la pénalité de Stroll, j'y consacrerai une émission bien aigrie si je trouve le temps, mais je vous laisse juste le temps d'admirer un incident qui a été aussi sévèrement sanctionné que celui qui nous a tant fait peur ce dimanche. Désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast. Au passage, je m'excuse d'avance, mais le temps est contre moi, je vais rester le plus sobre possible en termes d'illustration. Et je dis ça aussi au moi du montage qui a tendance à vouloir toujours trop en faire. Perds pas trop de temps, sinon la vidéo va sortir vendredi. Sans grande surprise, c'est un week-end où Ferrari a dominé sur un tour et où Red Bull et Mercedes ont montré toute leur force en rythme de course. Mercedes qui, pour l'occasion, avait ramené un aileron avant qu'ils n'ont pas pu utiliser parce qu'il était illégal. Mais ils ont au moins pu croire en leur chance de victoire après les pénalités de grille de Pérez et Leclerc, l'abandon de Sainz et un problème au stand pour Verstappen. Mais la hargne du champion, qui essaye d'ailleurs encore de comprendre comment il a pu devenir champion à Suzuka, lui a permis de célébrer comme il le méritait cette victoire et de rendre un dernier hommage à Dietrich Mateschitz en apportant le titre constructeur à son équipe. Je me suis déjà étendu sur la disparition de ce dernier qui a tant apporté à la F1 moderne et sur les performances des juniors de ce vendredi dans une autre émission, et ce afin de pouvoir aller directement à l'essentiel et parler plus en détail des prestations des 19 pilotes et de Daniel Ricciardo. Il était évident que les Red Bull souffraient à trouver un bon équilibre sur un tour et c'était pas vraiment une surprise de les voir seulement en deuxième ligne en qualif. Verstappen a même passé sa course à se plaindre du vent et même de sa motricité pendant que ses ingénieurs lui faisaient essayer 50 000 modes moteurs pour essayer de résoudre le problème. Quoi qu'il en soit, Maximus n'a pas déçu et avec une stratégie finalement bien plus efficace sur le dernier relais et une meilleure monoplace bien évidemment, le voilà qui égale les 13 succès de Vettel et Schumacher en une saison. Alors le terme de domination n'est pas volé, certes, mais pour avoir vécu ces saisons 2004 et 2013, je trouve que le massacre des 13 victoires reste bien plus supportable en 2022 grâce à Ferrari qui a très bien fait semblant de lutter à chaque course et qui nous laissait presque croire que tout était possible. Et pour conclure rapidement avec Pérez, j'ai vraiment apprécié son début de course très agressif pour compenser sa pénalité de grille, ce qui était un peu inhabituel de le voir aussi incisif si tôt dans une épreuve, mais c'est exactement ce qu'il doit faire s'il veut suivre le niveau de jeu de son coéquipier. Malheureusement, son deuxième et dernier relais aussi était un petit peu mollasson, ce qui lui a fait perdre le podium face à Leclerc et l'a même placé sous la menace de Russell en fin de course. Avec un retard de 10 km/h toujours constant en ligne droite, Mercedes allait forcément souffrir avec les deux belles lignes droites d'Austin, mais on a presque pu y croire pour Hamilton qui a une nouvelle fois exécuté une sublime performance, même si avec le recul, son dernier relais en hard n'était pas le plus malin puisque les pneus médiums fonctionnaient plutôt bien. Plus tôt cette saison, j'insistais sur un point dans sa comparaison avec Russell. Oh, certes, le petit jeune est très proche et fait un excellent travail, mais la vraie différence se fait une fois aux avant-postes, et cette course me conforte dans cette idée. Car oui, il faut rappeler des fois que c'est la toute première saison de George où il passe pas son temps à espérer de pouvoir passer en Q2. Et si le saut de la 16e à la 5e place qu'il a fait est très difficile à exécuter en général, les petites étapes qui restent jusqu'à la première place sont encore plus grandes à effectuer et donc plus difficiles. Je ne doute pas qu'il a ce qu'il faut pour y aller, mais dans une machine inférieure pour ses positions, je poserai toujours ma petite pièce sur Lewis, qui est beaucoup plus expérimenté dans ce type de conditions et bien évidemment, toujours un des meilleurs en termes de talent.
Je dois parler justement du départ parce que justement Lewis a été un petit peu pris au piège par le mauvais envol de Sainz, mais il a très rapidement compris ce qui allait se passer au virage 1 avant même le freinage. Sainz allait être bien remonté d'avoir raté ce départ et il allait tout faire pour se refaire en sortie de virage en attaquant à l'extérieur du virage 2. Là où George a compris la situation au panneau trop tard, en plongeant tout d'abord à l'intérieur du virage 1 pour assurer son dépassement sur Hamilton qui aurait sûrement été réussi vu que Hamilton était bloqué par Sainz comme je le disais, et il aurait potentiellement pu tenter d'agresser Sainz à son tour. Mais il n'avait pas prévu que ce dernier tenterait de se dédoubler et l'a percuté assez méchamment, lui valant donc 5 secondes de pénalité, ce qui a un petit peu compromis sa course. Je vais faire un petit écho avec son incident avec Bottas à Imola l'an dernier. Certains avaient cru que je dédouanais Russell en m'emportant contre le Finlandais qui n'avait pas été le plus aiguisé en roue contre roue de manière générale, mais je dois poser aussi mon gros grain de sel sur Carlos Sainz. Donc oui, Russell a évidemment une belle part du blâme, mais j'ai pas non plus envie de totalement innocenter Carlos pour ce qui lui est arrivé. Vous pouvez aussi piocher dans vos mémoires, hein. Je pense au crash de Bottas et Ricciardo au Mexique l'an dernier, parce que je trouve que ce sont deux situations qui se ressemblent. Le premier freinage d'Austin, comme celui de Mexico, est assez intense. On arrive avec beaucoup de vitesse et on ralentit très subitement. Il y a un effet un peu de goulot d'étranglement qui cause toujours du chaos parce que lorsque les premiers terminent de négocier le virage, et derrière, il y a une quinzaine de pilotes qui sont tout juste en train de commencer à freiner. La voie la plus sage semble naturellement de rester le plus loin possible de la voie intérieure où tout le monde va venir s'entasser. Et à mon sens, c'est une erreur que Bottas l'an dernier et Sainz cette année ont tous les deux fait. Et bien évidemment, dans les deux cas, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe derrière eux à ce moment-là, mais pour le cas de Sainz, en se décalant comme il l'a fait pour aller attaquer Verstappen, j'ai l'impression qu'il s'est dit que les 18 pilotes énervés derrière lui allaient sagement négocier le premier virage et qu'ils ne craignaient rien. Oui, Carlos, tu as été agressif et c'est très bien, je t'en félicite, ça change un petit peu, mais la ligne entre l'agressivité et l'inconscience est parfois abstraite, mais pour finir premier comme tu le veux tant, il faut déjà finir. Et je sais qu'on peut penser qu'en regardant le Grand Prix d'Australie ou du Japon, où il s'est sorti tout seul, on peut penser que des fois, on se retrouve dehors par sa propre faute. Mais des cas comme aujourd'hui ont prouvé que des fois, il faut faire un petit peu attention à ce qui se passe autour aussi. Enfin bon, je dis ça parce que je pense que c'est vraiment cette mentalité, cette approche qu'il faut que Carlos développe pour être digne au niveau qu'il souhaite atteindre, à savoir celui d'un vainqueur de Grand Prix qui peut se battre régulièrement pour ses positions et pas juste espérer que tous ceux devant lui s'effondrent. En Formule 1, il y a deux types de pilotes, il y a ceux qui gagnent et ceux qui ont des excuses. Et pour les autres, il y a Charles Leclerc, mais pour le coup, alors cette fois-ci, le Monégasque a pas eu le ciel qui lui est tombé sur la tête et il a fait après exactement ce qu'on pouvait attendre de lui, malgré un premier tour un peu compliqué à cause d'un envol pas terrible et du chaos qui a été causé du coup par Russell. Une autre excellente référence qui ne déçoit pas, c'est Lando Norris. Il passe en Q3 de justesse dans une McLaren fébrile et il profite des pénalités de tout le monde pour partir 6e. Mais après un premier tour délicat, la safety car est venue apparemment ruiner sa stratégie puisqu'elle a offert un arrêt gratuit à Vettel et Alonso contre qui il luttait. Mais après que Bottas se soit mis dehors et que Alonso et Stroll se soient mis sur la tronche, il a vu ses principaux rivaux hors combat et il a pu offrir un sublime troisième relais passant Tsunoda, Zhou, Albon, Ocon, Magnussen et Alonso dans les derniers tours pour prendre une belle 6e place. Il porte à lui seul McLaren dans le duel contre Alpine, parce que Ricciardo a eu un des pires week-ends depuis peut-être Monaco, et c'est dire. Mais on peut peut-être relever du positif chez Ricciardo ce week-end. Non, personne. Bon, tant pis. Esteban Ocon a lui aussi eu un des pires week-ends de cette année, alors qu'il portait une amélioration du fond plat qu'Alonso n'aura qu'au Mexique. Après une qualification désastreuse, il passe des tours et des tours coincés derrière la Haas de Schumacher, mais le chaos causé par Bottas tout d'abord, puis par l'accrochage entre Alonso et Stroll lui a permis de remonter dans le top 10. Mais après son deuxième et dernier arrêt, il est resté de nouveau bloqué dans le peloton et il termine 12e, ne bénéficiant que de la pénalité de Gasly et Alonso pour récupérer un dernier point totalement miraculeux. De l'autre côté du garage, on a eu un des moments les plus alonsoiens qui soit, peut-être depuis le Grand Prix de Bakou en 2018.
La voiture a tenu le coup, ce qui était déjà un miracle, et surtout Alonso n'a pas bronché et il a fait une remontée incroyable en 33 tours de la dernière à la 7e place. Alors certains lui reprocheront peut-être de s'être décalé trop tard pour dépasser Lance Stroll, mais bon, déjà, il n'y a rien dans le règlement qui oblige les pilotes de respecter une distance minimale pour dépasser, et ensuite, même s'il est capable de faire des erreurs comme n'importe qui, je pense que s'il y a bien un pilote qui sait ce qu'il fait en dépassant, c'est Fernando Alonso, du haut de son historique record de 350 Grands Prix et plus, et de son palmarès de dépassement incroyable. En tout cas, bien plus que celui de Lance Stroll, qui a un palmarès proportionnellement équivalent de conneries faites par son incapacité à avoir conscience de son environnement. De toute la grille, d'ailleurs, je sais même pas s'il y a un pilote qui soit plus éloigné de Alonso de ce côté-là. Déjà, le mec est du côté droit de la piste et surveille son rétroviseur droit, je sais pas. Est-ce qu'il pensait vraiment qu'Alonso allait le doubler dans l'herbe ? Bon. Et puis bon, cette année, déjà plus d'une fois, il a rappelé ce défaut qu'il peut avoir. Je pense un petit peu à Jeddah, mais surtout à l'Australie. Je suis désolé, mais ça fait 2 fois qu'il cause un carnage qui ne demandait qu'un petit coup du sort supplémentaire pour terminer en tragédie. Et en plus, je me permets d'en remettre une petite couche pour taper sur Ocon et Magnussen. On sort tout juste d'une voiture de sécurité, tout le paquet est regroupé, et là, devant eux, il y a une pluie de carbone et ils lèvent même pas le pied. On est en 2022, on n'est plus en 1968, c'est évident que dans ce genre de scénario, on va arrêter la course et qu'il va falloir rendre les positions qu'ils ont pris pendant que les autres ralentissaient. À part ça, Lance et Aston Martin faisaient un week-end très fort, avec une belle Q3 et une voiture très efficace, et pauvre Sébastien Vettel était lui aussi dans le coup, mais un problème d'écrou au stand lui a gâché tous ses efforts, sans quoi il aurait bien pu terminer dans le top 6 assez facilement. Mais c'était un mal pour un bien, parce qu'on a vu un Vettel qu'on avait pu oublier, et je parle du Vettel quadruple champion du monde, quinquagénaire de victoire, qui sait se battre en piste, et qui a vécu cette 8e place au drapeau à damier comme sa 54e victoire. Ah, que la Formule 1 est cruelle avec le sort qu'elle réserve aux fins de carrière de certains de ses plus grands champions. C'était un dernier tour intense, quoi qu'il en soit, et si Kevin Magnussen aura pu rager de perdre une autre position de la sorte, il aura bien pu s'amuser ce dimanche pour prendre des points à la maison, ce qui est de mémoire la première fois après que son résultat, ici même en 2018, ait été annulé, si je me mélange pas sur les années. En tout cas, il a été le seul à faire une course en un seul arrêt, et il l'a fait merveilleusement bien, si vous voulez mon avis. La force n'était pas avec Mick Schumacher, après un tête-à-queue bêta en qualification. Il est très bien remonté en course, il avait à nouveau un bon rythme, et il aurait pu offrir une belle double entrée dans les points à l'équipe, s'il n'avait pas ramassé des débris qui ont ruiné sa course, et qui lui ont fait perdre de l'appui, le forçant à repasser au stand, sans jamais pouvoir retrouver le rythme qu'il avait avant de subir ses dégâts. Côté AlphaTauri, Yuki Tsunoda renoue enfin avec les points, et sincèrement c'est pas volé parce que depuis la rentrée, Yuki est plus performant que chanceux. Gasly reste le plus véloce dans l'ensemble, mais l'écart est clairement réduit en qualification et en course, même s'il semble alarmant que chez AlphaTauri on a toujours ce problème de frein. On parle d'un problème de température déficiente d'environ 300 degrés sur les freins, ce qui est énorme et pas du tout rassurant pour les pilotes. On a vu d'ailleurs beaucoup de blocages, encore une fois en qualif. Et en plus de ça, la direction de course a martelé Gasly d'une pénalité que je trouve assez exagérée, un petit peu comme Pérez à Singapour. Il a été accusé d'avoir été trop loin du peloton sous voiture de sécurité. Mais après, quand on fouille un peu les images, on voit qu'on parle juste de quelques petites secondes, parce que bon, on parle d'inconstance dans les pénalités, mais au final, le règlement permet aux commissaires sportifs de mettre la pénalité qu'ils veulent. Mais le truc, c'est que si on compare les 3 infractions de Pérez, qui était en tête de course, donc derrière la voiture de sécurité, et qui lui ont coûté juste quelques réprimandes et 5 secondes de pénalité, contre un pilote dans le peloton qui en subit 5 pour une seule erreur, je me dis que c'est un peu cruel, surtout que derrière, on a une équipe AlphaTauri qui continue de s'enfoncer année après année parce qu'ils n'ont pas appliqué la pénalité correctement, ce qui lui a valu de refaire sa pénalité. Et cette nouvelle pénalité a été mal exécutée, ce qui lui a valu de refaire cette pénalité. Aïe aïe aïe.
On est aussi triste pour Alexander Albon qui faisait un super week-end. Son tour de qualification pour la P11 m'a vraiment beaucoup plu et sa course laissait envisager de beaux points, mais le manque de rythme était un petit peu trop fort et surtout il n'a pas pu résister en fin de course avec des pneus un petit peu trop vieux, son dernier arrêt étant au 18e tour avec des pneus durs. Après, pour le mettre un petit peu en faute, il s'est arrêté très tôt en début de course après avoir fait un plat sur ses pneus médiums. Et puis on va zapper Latifi aussi, parce que après une qualification correcte, pour le coup, il s'est mis dans le bac à gravier en 2 tours et puis après il a récupéré une pénalité pour avoir poussé Schumacher hors de la piste d'une manière assez absurde. Et pour conclure avec Alfa Romeo, nous avons un pilote proche des 200 Grands Prix qui a gagné 10 victoires en Formule 1 et on a aussi un rookie qui est arrivé sous le feu des critiques qu'il est parvenu à lentement calmer au fil de la saison. Et chez Alfa Romeo, on a un pilote qui se laisse marcher dessus à chaque premier tour, comme à chaque fois, et qui finit sa course dans le bac à gravier tout seul, et un autre qui a fait une remontée correcte, mais un petit peu désespéré en termes de stratégie après une mauvaise qualification, mais mauvaise qualification surtout causée par un temps annulé d'une manière un petit peu exagérée quand on le compare à d'autres pilotes qui s'en sont bien tirés. Et je vous laisse deviner qui est qui. Ce qui est assez dommage, parce qu'après une longue série de désastres, les deux Alfa Romeo avaient le rythme pour marquer des points ce week-end. Mais bon, on a l'habitude, c'est une coutume depuis des années maintenant que Alfa Romeo ruine tout son potentiel pour marquer des points. Au final, j'ai envie de dire, le seul vrai vainqueur chez Alfa Romeo ce week-end, c'est Théo Pourchaire, parce que il faut admettre que du très peu de ce que j'ai pu voir, ses commentaires sur la RTBF étaient assez sympas. Et en conclusion, je dois dire une nouvelle fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, un très grand merci à cette nouvelle réglementation 2022 qui déjà offre des pneumatiques qui permettent aux pilotes d'attaquer. Même quand les pneus sont abîmés, on l'a vu avec Magnussen, il a pu quand même continuer un petit peu à défendre du mieux qu'il pouvait, à un petit peu attaquer, et surtout du coup à cette réglementation un peu plus effet de sol qui a totalement grandement annihilé les perturbations aérodynamiques. Quand on compare à la course de l'an dernier où on galérait à dépasser et où là on a eu de nombreuses belles passes de dépassement dans le premier et troisième secteur, je trouve que cette nouvelle réglementation m'a fait à nouveau aimer Austin, que j'appréciais tant il y a quelques années, mais qui ces dernières années avait un petit peu commencé à m'agacer. On a eu de belles luttes, de beaux dépassements et surtout des grands pilotes qui se sont démarqués bien plus que les autres et d'autres qui se sont moins mis en valeur. Et quand on est sur des vrais circuits comme ça, j'ai l'impression que cette réglementation 2022 permet de mieux mettre en avant les qualités des grands pilotes. Pour plus de blablaterie, je vous renvoie vers ma chronique de ce lundi où je parlais un petit peu des rookies et de l'héritage de Sir Matt Sheets, ou sinon vers celle de ce dimanche où enfin j'ai pu apporter la conclusion à la grande collab qu'on a fait avec plein de copains et une grosse vidéo historique sur les meilleurs champions du monde de l'histoire. Des gros YouTube à toi, bisous, merci d'avoir été là. Austin, je me suis un peu mélangé.